Bonsoir à tous, on va commencer. On a un peu de retard. Effectivement, comme vous avez vu, pour rentrer au Parlement, ça prend un peu de temps. En tout cas, je vous remercie à tous d'être là. C'est très important pour nous, pour notre combat. On a besoin de votre soutien et je vous remercie d'avoir pris ce temps pour venir nous voir. La soirée, je vais vous faire le petit déroulé parce que ça va prendre un petit peu de temps. Et puis on a des invités d'honneur, des experts qui sont venus exprès de Suisse et même d'Autriche pour un peu nous faire un éclairage sur ce nouveau traité sur les pandémies. Donc je vais faire une petite introduction. Après, je donnerai la parole aux députés européens qui sont présents. Et ensuite, différentes interventions des experts. On continuera par des questions-réponses. Et ça sera donc la fin de la soirée, on espère, pour 19h30. Nous avons différentes interprétations et je remercie les interprètes. Donc en allemand, en anglais, en français, en hollandais, en croate. Et voilà, parce qu'effectivement, nous avons tout ce panel de députés présents. Christian Thérèse est sur la route. Donc on a aussi quelques petits changements de dernière minute. Vous avez vu, il y a un livret à l'entrée qui vous présentait un petit peu cette soirée et aussi le CV de ces experts. Donc pourquoi ce sujet? Pourquoi on parle ce soir du traité de l'OMS sur cette gestion des pandémies? Parce que c'est un sujet très important. Je vous rappelle que la gestion de la crise du Covid provoque depuis plus de 2 ans et demi des prises de décision surprenantes au niveau national, européen et mondial. Alors que le manque de transparence et la coopération active avec les Big Pharma ont été la marque de fabrique de nos institutions qui n'ont pas hésité à bafouer nos libertés individuelles et collectives au nom de la sécurité de tous et de la lutte contre le virus, il est fort à craindre qu'avec un traité international sur les pandémies, qui plus est juridiquement contraignant, nos États membres soient dépossédés de leur souveraineté en matière de santé et que des mesures aberrantes, comme on l'a vu, et injustes les la suspension des soignants non vaccinés soient pérennisées. Durant toute l'année écoulée, la commission Covid, dans laquelle nous siégeons avec les députés ici présents, vous avez aussi Christine Anderson qui est là et qui nous fait l'honneur de nous faire sa présence, s'est réunie. Les éléments qui resteront dans les esprits sont aussi le refus répété des principaux acteurs de réponse à nos invitations. Monsieur Bourla, mais aussi le président de l'OMS, qui s'appelle Tedros Adhanom Ghebreyesus, et qui a fait partie de ceux qui ont donc refusé de venir à ces auditions pour répondre à nos questions. La commission Covid n'a pas été en mesure de la convoquer. Et c'est important parce qu'il faut souligner qu'à ce jour, on est toujours, depuis le 11 janvier 2020, en phase de pandémie. Et on se demande pourquoi. Donc le traité sur les pandémies actuellement en négociation serait une source d'explication, d'où la présence de ces 4 experts. On a aussi un expert en ligne et on va commencer avec lui dans la partie expert. Mais tout d'abord, on va commencer par une intervention de Madame Francesca Donato, nationalité italienne, et dans le groupe des non-inscrits. Donc je la remercie pour son intervention. Thank you very much, Virginie. Thank you everybody for... Merci Virginie et merci à tous d'être présents à cet événement important. Nous parlons ici du traité de l'OMS. La version finale de cet accord, on l'attend pour l'année prochaine, mais il n'y a plus de micro. Can you hear me now? Okay. Oui, nous vous entendons, madame. Donc, on s'attend à ce qu'il soit présenté l'année prochaine, en mai-juillet 2024, à l'AMS. Dans l'entretemps, un projet de 32 pages, plus complet que le dernier, a été publié le 1er février et le micro est coupé. C'est du sabotage. Donc, il y a une instance de négociation internationale ouverte à tous les États membres et aux pays associés, aux membres associés. Ce qui est prévu là, c'est quelque chose de juridiquement contraignant. Il a été prévu que les dispositions contenues dans ce projet ne vont aucunement affecter le droit des parties d'avoir des discussions multilatérales, également au niveau régional, qui s'ajouteront
aux discussions au sein de l'AMS. Il faut toutefois que ces instruments soient compatibles avec les obligations qui sont prévues dans le cadre de l'AMS+. Ça veut dire que la conformité de ces dispositions est obligatoire. Mes observations sont de nature politique et je commencerai par dire qu'il faut reconnaître le rôle central de l'OMS comme autorité de coordination sur la prévention des pandémies, la préparation, les réactions du système de la santé. Et il s'agit aussi de fournir des preuves scientifiques de ce qui se passe. Il faut aussi encourager la coopération multilatérale pour la bonne gestion mondiale de la santé. Une situation de pandémie et de texte exige les pays partenaires à développer leur coopération avec des partenaires en développement et d'autres parties prenantes importantes et met donc sur un pied d'égalité des États membres avec des parties prenantes privées, des multinationales, des ONG, d'autres organisations et lobbies. En outre, le texte dit que les conséquences des pandémies portent sur la santé et la mortalité, mais ont aussi un impact socio-économique dans toute une série de secteurs. On rend le virus responsable de certaines dispositions politiques imposées à la population. Tout cela ouvre la porte à la participation de toutes les instances publiques et privées qui sont plus ou moins qualifiées en la matière. Toutes ces instances sont considérées comme étant parties au traité et auront la possibilité de voter dans l'organe directeur, le COP, la conférence des parties. Le texte reconnaît que la menace des pandémies est une réalité qui risque de se reproduire très souvent à l'avenir. Le texte affirme que la prévention, la préparation des pandémies doit être systématiquement intégrée dans toutes les approches gouvernementales et sociétales. Dieu sait ce que cela veut dire. Le texte prévoit un scénario dans le cadre duquel nous vivrions toujours en période de pandémie ou dans une période inter-pandémie, ce qui va toujours exiger des investissements considérables de la part des contribuables pour faire survivre la structure dont le texte juge qu'elle est indispensable pour gérer les pandémies futures. Ces investissements devront être structurels et prévisibles. Ils seront intégrés dans les budgets nationaux. Ils devront respecter des seuils minima fixés à 5% des dépenses annuelles actuelles de la santé et le chiffre peut aller jusqu'à 10% du produit intérieur brut actuellement consacré à la coopération internationale. Le but est d'en arriver à une couverture universelle de la santé. Le texte rappelle le lien entre la science et les décisions politiques qui doivent être prises par les États membres. La science vient d'experts qui seront appelés à constituer un organe consultatif qui pourra traiter de n'importe quel sujet qui lui sera présenté. La représentation de la volonté des populations passera au second plan par rapport aux exigences de la science. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la pandémie du Covid. Le texte rappelle aussi le principe de la santé unique qui est intégré dans les plans de préparation des pandémies et prévoit toute une possibilité d'intervention relative à la désertification, au changement climatique, à la protection de la faune et de la flore et à la résistance antimicrobienne. Le texte veut renforcer des systèmes de surveillance intégrés, par exemple mettre en place des actions pour empêcher les pandémies qui proviennent et qui provoquent des agents pathogènes résistants. Il s'agirait aussi de renforcer les mesures sanitaires de manière universelle et intervient aussi dans ce qu'il convient de faire pour l'aquaculture. Il y a 4 parties, l'OMS, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale et le Programme environnemental des Nations Unies. Les 4 devront travailler ensemble pour mieux s'attaquer aux problèmes de santé. Alors, une des déclarations les plus alarmantes dans ce projet, c'est la définition même de la pandémie qui est la suivante. Pandémie signifie la diffusion d'un pathogène au niveau mondial qui infecte les populations mondiales qui n'ont pas suffisamment d'immunité
et permettent une forte transmissibilité d'une personne à l'autre avec une forte morbidité et mortalité et provoquent des perturbations économiques et sociales. Tout cela exige une collaboration internationale pour permettre le contrôle de ces phénomènes. Cette définition ne définit pas l'extension géographique minimum de ce que l'on entend par pandémie. Or, c'est un élément tout à fait fondamental quand on parle de pandémie mondiale. Ça veut dire quoi exactement? Et qui sera chargé de décider à partir de quel moment il y a ou non pandémie? Le directeur général de l'OMS en décidera, personne d'autre. Parmi les nombreuses obligations des parties, on lit celle de renforcer les capacités de recherche et de développement. Et dans l'article 9, paragraphe 8, on lit que chaque partie mettra en application des normes internationales pour permettre la surveillance et le rapport sur les laboratoires et les facilités de recherche qui font du travail en vue de modifier génétiquement des organismes, d'augmenter leur pathogénicité et leur transmissibilité afin d'empêcher la mise en circulation accidentale de ces pathogènes tout en garantissant que ces mesures ne créent aucune charge administrative supplémentaire pour la recherche. En d'autres termes, tout cela légitimise certaines fonctions de la recherche en disant que de toute façon, les mesures de contrôle ne doivent pas venir ennuyer les chercheurs. Le texte veut mettre en place aussi toute une chaîne de prévention des pandémies qu'il appelle le réseau et exige la participation à ce réseau, toujours dans le cadre de l'OMS, qui devra être soutenu entre les pandémies et dont le travail devra être accéléré en cas de pandémie. Les différentes parties définiront le type et la taille des produits, le volume des produits qui seront nécessaires pour répondre à la pandémie et devront définir le coût logistique qui devrait permettre le maintien de stocks stratégiques de ces produits. Il faudra également que cette instance anticipe la demande des fabricants et des fournisseurs, fasse un cartage de leurs ressources, fasse le point des ressources matières premières permettant la fabrication de produits relatifs à la pandémie. On entend par là surtout les vaccins, les produits thérapeutiques, des médicaments, des produits de protection personnelle, l'oxygène, etc. Le texte introduit aussi la décision de définir le système dit PAPS qui prévoit l'option d'un accès en temps réel par l'OMS à 20% de la production des produits liés à la pandémie, ce pour en permettre une distribution équitable, plus particulièrement aux pays en voie de développement. Ces produits seront fournis à l'OMS sur la base suivante: 10% sous la forme de donation, 10% à un prix abordable. Bien sûr, les budgets nationaux seront utilisés pour financer cette démarche. Il faudra également trouver tout l'argent nécessaire pour permettre le transfert des technologies et du savoir-faire entre parties, pour renforcer des mécanismes multilatéraux existants et à développer, pour promouvoir, encourager le transfert de ce savoir. Est-ce qu'il y aura encore de l'argent pour le reste? Le transport, le bien-être, tout ça viendra après le besoin premier de libérer de l'argent pour empêcher les pandémies. Je conclus en soulignant qu'avec ce traité, la souveraineté nationale sur les questions de santé sera définitivement bridée. Toutes les décisions politiques, en effet, seront prises par le COP, organe directeur de l'OMS. Il n'y a pas de principe de consensus à la base de tout cela et la souveraineté nationale passe à la trappe. J'espère que quelqu'un se souviendra que sans souveraineté nationale, toutefois, il n'y a pas de démocratie. Merci. Merci, chère Francesca, pour ton discours. Je laisse la parole à Mislav Kolakusic, donc croate et du groupe des non-indépendants. Merci. Thank you. Dear colleagues, Merci, chers collègues. Chers invités, je vais m'exprimer en croate, donc chaussez vos écouteurs. Toutes les pandémies qui ont eu lieu jusqu'alors, donc la grippe aviaire, la grippe
porcine, SAV2, SARS, donc, et de nombreux d'autres sont des campagnes médiatiques de peur. Les mêmes quasi-scientifiques, et ceux avec le grand soutien des médias mainstream, ont prévu des dizaines de millions de morts. Or, la véritable mortalité s'est mesurée en milliers. Et les gens ont bien rapidement cessé d'avoir peur. Et les pandémies, elles aussi, se sont rapidement arrêtées. L'Organisation mondiale de la santé, qui est le principal promoteur de cette pandémie, comme de toutes les précédentes, a appris beaucoup de ses précédentes erreurs. Elle a à présent compris ce qu'il lui fallait faire afin qu'une maladie d'une dangerosité moyenne puisse être proclamée danger au niveau mondial. Afin de créer une bonne pandémie, une pandémie qui ait du succès, il fallait changer beaucoup de choses par rapport à avant. Il était notamment nécessaire de modifier la définition de la pandémie. Ensuite, il a fallu changer la manière de s'assurer qu'il y avait bien une maladie. Troisièmement, la manière de s'assurer de la mortalité, du niveau de mortalité. Et ensuite, il était nécessaire d'annoncer et de proclamer toutes des symptômes très courants, donc notamment renifler, tousser. Ce sont des symptômes qui peuvent s'appliquer aux maladies les plus bénignes et soudain c'était des symptômes de maladies extrêmement graves. Enfin, et le plus important, il était très important de supprimer toute forme de dialogue et d'interdire tout accès aux réseaux sociaux et aux médias des personnes qui avaient un avis autre. Vous, quand vous suiviez différents, par exemple, journaux télévisés, différents journaux dans le monde entier, eh bien, on avait les mêmes phrases, du copier-coller. Qu'est-ce qui nous a sauvés au cours des précédentes pandémies? Chaque pays, dans son propre législation sur la santé, avait une disposition qui précisait qu'en cas de mort par maladie contagieuse, il était indispensable de procéder à une autopsie. Or, là, tous les États membres ont supprimé cette obligation de recourir aux autopsies. En Croatie, une seule autopsie a eu lieu. Et c'est la première fois que cela arrive dans l'histoire. Autre point, il était important de changer la définition de la pandémie et finalement d'en supprimer le concept de la mortalité. Auparavant, il était nécessaire d'avoir une mortalité extrêmement élevée pour qu'une maladie soit qualifiée de pandémie. Maintenant, non, ce n'est plus nécessaire. Et puis, la manière de préciser de quelle donc l'origine de la mort. Et pour cela, on a besoin d'une autopsie. Chaque être humain, à chaque moment, porte en son corps plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de virus. Est-ce que la présence d'un virus dans votre corps signifie la mortalité nécessairement? Non. Mais ici, là, on a eu des cas où des gens qui sont morts d'un accident de voiture, étant donné qu'ils étaient porteurs du virus du Covid, ont littéralement été enregistrés comme victimes du Covid. Et puis, d'autre part, le plus important, c'était de semer la peur, de faire peur aux gens. Le Covid est une maladie. Voilà, si vous avez un peu de température, si vous toussez, si vous renifler, eh bien, ceux qui sont des symptômes très courants, vous devez en avoir peur. Donc, on a fait peur aux gens. Et donc, pour avoir la moindre chance de lutter contre la prochaine pandémie qui va venir, eh bien, que nous donne la pandémie? La pandémie donne un pouvoir que même aucune guerre ne peut vous donner. Tout d'un coup, vous avez un pouvoir sur 7 millions, sur 8 millions de personnes. Même une guerre nucléaire ne donne pas au pouvoir un tel pouvoir. Donc la pandémie est un outil de pouvoir qui sera utilisé à nouveau. Et chacun d'entre nous doit se battre, s'engager dans son propre pays pour faire en sorte que nous ne permettions plus jamais une telle ingérence, notamment de l'OMS, qui est un promoteur prouvé du concept des pandémies. Donc grippe aviaire, grippe porcine, SARS. Et
ici, voilà, si on avait fait des autopsies correctes, on aurait constaté que personne n'était réellement mort du Covid, que les gens étaient aussi morts d'arrêt cardiaque, de vieillesse. Finalement, la moyenne d'âge des gens qui sont morts du Covid en Croatie était de 77 ans. Voilà. Cela veut bien tout dire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Ivan Sinčić, donc croate aussi et non inscrit. Thank you very much. Merci beaucoup, chère Virginie. Merci, chers collègues, chers amis, chers invités. Et je le dirais franchement, je pense que ce traité dont nous débattons aujourd'hui et qui devrait être mis en œuvre l'année prochaine n'est rien de plus qu'un outil de la part d'une organisation qui a échoué misérablement pendant la crise du Covid, donc un outil qui lui permettrait d'avoir encore davantage de contrôle sur la population, mais cette fois-ci pas uniquement dans le monde occidental ou sur une grande partie du monde, mais dans le monde entier. Revenons quelques années en arrière et procédons à une brève évaluation de ce que nous avons vu et de ce que nous avons supporté. Alors, aujourd'hui, nous discutons de l'état des libertés fondamentales, des droits fondamentaux pendant la crise du Covid. Et la réponse face au Covid a mené à une vaste érosion de nos libertés. Et ce n'était pas la faute de la maladie, c'est la réponse de nos gouvernements à ce virus qui a été nocive pour nos libertés. Et cela menace de devenir un état permanent si nous n'agissons pas. De nouveaux gouvernements ont vu le virus comme une excuse pour menacer nos droits fondamentaux. La liberté de mouvement et de circulation a fait l'objet de restrictions extrêmement strictes. Dans de nombreux pays, il y a eu des confinements extrêmement stricts, ce qui a eu un effet dévastateur sur l'économie et sur la vie des gens. De nombreuses personnes n'ont pas pu voir leurs proches, assister à des enterrements ou même quitter leur foyer pendant une longue période. Les libertés d'expression ont également été bridées. Le gouvernement a interdit les manifestations, les grands rassemblements. Dans certains cas, les gouvernements ont vu le virus comme une excuse pour accentuer la répression de la dissidence et pour faire taire l'opposition. Comme nous le voyons actuellement, en nous penchant sur l'un des plus grands réseaux sociaux du monde, Twitter, nous voyons que Twitter a été utilisé par ces grandes firmes multinationales corrompues. Nous avons donc un mariage entre une multinationale et un gouvernement corrompu, donc qui entre en collusion pour lutter contre la liberté des citoyens. Il y a eu des algorithmes, des protocoles à l'encontre des employés pour censurer la liberté d'expression. Or, c'est l'un des droits fondamentaux, etc., etc. Voilà, donc tout cela a déjà été fait. Les droits à la vie privée ont également été mis à mal. De nombreux gouvernements ont utilisé des applications de suivi pour surveiller la circulation et les activités de leurs citoyens, ce qui suscite beaucoup d'inquiétudes sur les abus de pouvoir de la part des gouvernements. Enfin, le droit à l'éducation a également été sévèrement mis à mal. De nombreuses écoles, de nombreuses universités ont été fermées ou alors ont été forcées de déplacer leurs activités en ligne, ce qui a eu un impact disproportionné sur les communautés défavorisées. Et en effet, tous les étudiants n'ont pas pu avoir accès aux technologies et aux ressources nécessaires pour pouvoir apprendre en ligne. Donc ce traité sur les pandémies est un grand danger qui menace de prendre le contrôle sur les politiques de la santé nationale et sur la souveraineté de nos pays. Tout cela serait réduit à un système centralisé, mondial,
financés par des entreprises privées en grande partie. Et je dois le dire, voilà, corrompu, il s'agit de l'Organisation mondiale de la santé. Nous devons agir afin de lutter contre cette érosion de nos droits fondamentaux qui ne sont plus protégés dans le monde. Nous devons rappeler à nos leaders politiques leurs responsabilités. Nous devons également élire de meilleurs dirigeants politiques afin que nos droits fondamentaux soient respectés en tout temps, même pendant les périodes de crise. L'avenir de notre démocratie en dépend, l'avenir de nos enfants en dépend, et l'avenir de la civilisation humaine dans son entier dépend de ce que nous allons faire aujourd'hui. Merci beaucoup, et je le répète, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est l'un de nos grands rassemblements, et il y en aura de nombreux à venir. Et à la fin, tout peut se résumer à un choix très simple. Voilà, dites non aux mauvaises politiques, quelles qu'en soient les. Merci. Merci Ivan. Je laisse la parole à Christian Thérèse, roumain et du groupe ECR. Thank you so much. Merci Virginie. Et merci à vous tous d'être là. Je pense que ceci est un événement important. En effet, nous ne parlons pas seulement d'un traité ici. Nous parlons de la façon dont une élite mondiale est en train de modifier la façon dont nous, personnes individuelles, citoyens, êtres humains, sont reliés à leurs gouvernements nationaux et modifient la façon dont les gouvernements nationaux sont reliés entre eux. La plupart de nos constitutions, en Europe en particulier, disent que la souveraineté appartient aux populations. Elle est exercée de deux manières, soit directement via un référendum, soit via des élus. C'est comme ça que la démocratie a été instituée en Europe. Et c'est sur cette base-là que nos institutions ont été développées en Europe au fil des siècles. Il s'agit là de la base même du projet européen. Jetez un coup d'œil sur le traité de l'Union européenne. Regardez les documents du Conseil. C'est de cela qu'il parle, pouvoir aux gens et pour les gens. Vous avez des fonctionnaires qui occupent des postes officiels qui sont responsables vis-à-vis des populations. Ce que nous avons constaté au cours de ces 3 dernières années est un changement fondamental de la façon dont le monde, dont l'élite mondiale essaye de redéfinir ses liens avec nous, personnes individuelles, et avec nos pays. Une fois que ce traité sera mis en application, d'abord je viens de la plénière où nous avons eu une discussion sur la politique mondiale de la santé de l'Union européenne. Une élite mondiale, donc, qui n'a été élue par personne, qui n'est responsable vis-à-vis de personne, qui n'a aucune forme de transparence ni de responsabilité, veut s'approprier nos droits, nos libertés, nos biens et nos décisions. Donc, la question est la suivante. Qu'avons-nous comme alternative? Parce qu'on n'arrête pas d'en parler. On parle des valeurs européennes. Il faut défendre l'Union européenne face aux eurosceptiques qui essayent de nous faire trembler sur nos positions, d'ébranler notre construction. Mais qu'avons-nous comme alternative? Les alternatives sont très claires. L'esclavage ou la liberté. C'est aussi simple que ça. Lorsque un gouvernement se met à contrôler tous les aspects de votre vie et ne vous présente pas beaucoup d'options, de choix, bon, ça ne représente plus du tout la démocratie et la liberté. Je suis née en Roumanie à l'époque communiste. Quand j'avais 5-6 ans, avant même d'aller à l'école, je devais me lever à 5 heures tous les matins et faire la queue devant les magasins pour pouvoir acheter du lait. Mes parents faisaient la même chose, l'un pour acheter du pain, l'autre dans l'espoir d'acheter de la viande, parce que tout était rationné. C'était là les seules options dont nous disposions, les seules options qu'on nous proposait. Il n'y avait pas de choix. On nous disait, voilà, des options, mais il n'y avait pas d'options. Les choix étaient faits pour nous.
Et ça me brise le cœur, ça nous brise le cœur à mes collègues, à moi, de constater que ce projet européen est en train de se diluer, de s'éloigner de sa base. Voyez où est la France aujourd'hui. Robert Schuman, après la Seconde Guerre mondiale, et tous les autres grands dirigeants européens, quand ils ont développé cet objectif, cette idée du projet européen après la Seconde Guerre mondiale, n'ont jamais eu l'intention de remplacer nos gouvernements ou le droit de choisir des populations. Leur intention était de créer un moyen d'aider les pays, plus particulièrement pour garantir qu'ils cessent de se battre entre eux. Donc, l'idée était de permettre la paix via la prospérité. La base même du projet européen, c'était le charbon et l'acier. Où en sommes-nous maintenant? On a démoli le charbon et l'acier. L'Allemagne, l'autre jour, a encore fermé sa dernière centrale nucléaire. Donc maintenant, l'Allemagne, pour son électricité, dépend de la France. Les gens ne pourront plus se déplacer d'un endroit à l'autre sans présenter un certificat vert si les choses continuent sur cette voie-là. Donc, au cours de ces 2 dernières années, nous avons été les témoins d'un changement qui finira par s'étendre au monde entier. Mais qu'est-ce que nous allons avoir comme avenir? Aucun d'entre nous ne vivra éternellement. Mais nous avons la possibilité de nous battre pour un monde meilleur et plus libre pour nous-mêmes et pour nos enfants et petits-enfants. Et je vous remercie, je vous félicite d'être là aujourd'hui pour discuter de tout cela. Et je vous demande à tous de diffuser les messages que vous entendrez. Parce qu'en 2024 en particulier, au moment des prochaines élections européennes, une décision politique va devoir être prise par vous tous. Pour qui allez-vous voter? Qui allez-vous soutenir? Vous allez voter pour quelqu'un qui a violé vos droits ou pour quelqu'un qui s'est battu pour vos droits? Qu'est-ce que vous avez comme avenir? Un avenir de liberté ou d'esclavage? Nous sommes là pour nous battre pour vous et pour notre liberté. Merci Christian, c'est une belle conclusion du discours des différents députés européens. Donc je vais passer maintenant au corps du sujet avec l'intervention de nos différents experts. Il faut savoir que c'est Children of Defense Europe qui est une organisation à but non lucratif dans laquelle vous siégez. Et donc nous avons l'honneur d'avoir ces 4 experts. Donc on va commencer par l'intervention de Wolfgang Vodar, qui est en ligne. Alors, après son travail clinique d'interniste, il a occupé divers postes dans les institutions nationales et internationales de santé publique, puis en tant que membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, président de la sous-commission de la santé et vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la science. En 2009, il a initié une commission d'enquête à Strasbourg sur le rôle de l'OMS dans la grippe H1N1 et aujourd'hui, il continue à s'impliquer en tant qu'expert scientifique après avoir quitté le Parlement. Donc je ne sais pas comment, si vous pouvez le mettre, le connecter. En tout cas, je vous remercie. Donc ça sera en anglais. Bonsoir. Bonsoir. If possible, I would like to speak in... Si possible, j'aimerais m'exprimer en allemand. C'est plus facile pour moi. Oui, pas de problème. J'ai une présentation que je vous ai préparée et j'aimerais tirer profit du temps que j'ai pour parler de mon expérience, de mes expériences avec l'OMS. Donc, cela fait plus de 20 ans que je rencontre régulièrement l'OMS. Je découvre toujours quelque chose de nouveau. Et je vais donc commencer. Première diapositive, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici une société extrêmement complexe. Alors, et nous appuyons sur nos organes corporels. De la même manière, nous devons, dans notre société, nous reposer, faire confiance sur certains organes. Et nous devons pouvoir leur faire confiance. C'est un système extrêmement complexe et nous partageons diverses tâches. Nous avons besoin de spécialistes, mais ces spécialistes doivent être dignes de confiance.
Prochaine diapositive. Mais ce dont nous faisons l'expérience actuellement, et cela se voit bien aujourd'hui, donc c'est qu'on a des moutons blancs, voilà, qui font l'air de voir, et quand on a un mouton noir, ils sont punis. C'était des rares cas corrompus, et ils sont punis. Mais il y a également à prendre en compte des intérêts économiques. Et finalement, quand il y a des intérêts économiques trop importants en jeu, eh bien tout le troupeau devient des moutons noirs. Et parfois, il ne reste plus que quelques moutons blancs vertueux qui souffrent de cette société soumise à l'économie. Ils deviennent lanceurs d'alerte. Et le fait qu'il y ait tant de lanceurs d'alerte, en fait, c'est un indicateur du niveau de corruption d'une société. Alors, ici, on vous parle de l'industrie pharmaceutique. Et on voit qu'ils ont été punis à plusieurs reprises. Alors, ici, ce sont des chiffres qui concernent les États-Unis. Ici, on voit 0,5 milliard pour AstraZeneca, pour les autres, donc des amendes. Donc même 3 milliards pour GSK, 1,2 pour Johnson & Johnson. Or, et par contre, les bandes grises nous montrent quelle était la proportion de ces amendes par rapport à leur chiffre d'affaires, leur productivité. On voit que c'est très petit. Donc ils font des choix rationnels. Quand ils sont condamnés à verser des amendes, eh bien, en fait, ils ont d'ores et déjà des choses dans leur tuyau. Ils continuent à agir parce que cela leur permet de remporter de grands bénéfices. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, le cadre, pour toutes les industries, le cadre est fixé par les députés. Ce sont des lois. Nous faisons les lois. Alors, comment est-il possible que le cadre législatif en place permette un tel degré de corruption? Alors, c'est lié à l'industrie, au lobbying, à l'industrie du lobby. Et si vous voulez juste vous défendre vos propres intérêts, il est très difficile de se faire entendre. Mais si vous avez beaucoup d'argent, vous avez des psychologues, des sociologues, des experts qui vont vous fournir des arguments grâce auxquels ils peuvent approcher les législateurs, les hommes politiques. Et le point le plus important, c'est que, voilà, il y a donc des sociétés de renseignement qui essayent de détecter les mouvements qui viennent de la base. Donc on avait une entreprise notamment au Mexique qui a voyagé, qui procédait à des tests. Et ils faisaient des tests sur le H1N1 et ils ont découvert finalement qu'il y avait certaines vieilles personnes qui avaient été contaminées par le H1N1. Et une fois qu'ils en ont trouvé suffisamment, ils ont lancé l'alarme. Le processus législatif de fixation des normes est très intéressant, très important. Et c'est par le biais de cette fixation des normes qu'il y a une tentative d'influencer les normes médicales, techniques, etc., afin que l'industrie pharmaceutique puisse en tirer des profits. Donc le lobbying, l'industrie pharmaceutique utilise le lobbying pour tailler sur mesure les règlements et les lois. Voilà, c'est ce que mes étudiants ont découvert lorsque nous avons analysé les offres faites par les lobbies. Sur Internet, on peut le trouver. Nous avons des lobbies qui sont très bien connectés au ministère ou à la commission en Belgique. Ils sont très bien connectés aux médias. Vous pouvez vendre vos idées. Voilà. Il y a des événements avec
des députés, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les députés ont tendance à grossir, parce qu'on n'arrête pas de leur offrir à manger dans l'industrie. Il y a aussi, voilà, ce système de services rendus et puis de suite dans la carrière des hommes politiques qui, lorsqu'ils ont rendu un service, se voient offrir un poste bien rémunéré par la suite. Et donc, finalement, les lobbyistes, les industries essaient de se renseigner également sur la situation des hommes politiques afin de faire pression sur eux. Il y a une surveillance des décideurs. Les lobbies savent tout ce que font, ce que fait le moindre député, et puis ce sont des informations que l'on peut bien entendu utiliser à son profit. Parfois, il y a même des ghostwriters, donc des nègres qui écrivent des articles scientifiques eux-mêmes, sans le moindre fondement. Également, les fact-checkers, la vérification des faits. Il y a des centres spéciaux pour les entraîner. Finalement, afin de produire leurs propres preuves qui vont à l'encontre du bon sens le plus basique. Donc personne ne peut contrôler tout ce phénomène. C'est une catastrophe. Et s'il n'y a pas de mouvement de la base, on en crée un, pas de problème. Voilà, finalement, les lobbyistes, l'industrie va quelque part, aide quelqu'un, le paie, le fait descendre dans la rue. Et bon, on connaît également le phénomène du greenwashing. Et voilà, telles sont les raisons de ce succès. Il y a eu un travail de lobbying partout et les partenariats public-privé renforcent ce phénomène. Les journalistes travaillent main dans la main avec les entreprises, avec l'industrie. On a de la science privée, de la science sponsorisée. Et il y a même des clauses. Quand un scientifique signe un contrat avec une entreprise particulière, il doit signer et s'accorder sur le fait qu'il ne publiera pas tel ou tel article si son sponsor ne le souhaite pas, si ce n'est pas favorable à son sponsor. Donc finalement, on manipule les résultats de la recherche. Et donc tout cela touche tous les secteurs, tous les éléments de notre société. Nos institutions sont profondément corrompues. Toutes nos institutions sont corrompues. Quand vous organisez donc finalement, quand vous avez le président, le directeur d'une institution, vous l'avez aidé à trouver son poste, à faire ses études, vous avez organisé sa carrière, bien entendu. Il se montrera reconnaissant, si besoin. Voilà ce dont nous faisons l'expérience. C'est une stratégie bien rodée. Et l'industrie, finalement, façonne notre système public. Alors ici, il s'agit de la législation. Ici, je vous montre plusieurs législateurs au niveau mondial, européen, allemand. L'OMS est l'un de ces organes qui fixent les normes, les règles. Et nous avons également l'Organisation internationale du travail, par exemple. Tout cela, c'est lié à la santé. Et alors moi, je vais vous parler de mes expériences avec l'OMS, donc en tant qu'institution fixatrice de normes. Oui, ils produisent beaucoup de normes. Donc ils définissent notamment qu'est-ce qu'une maladie, contre laquelle on peut recevoir une compensation. Et par exemple, si vous n'utilisez pas cette nomenclature, vous ne pouvez pas obtenir de compensation au titre d'une maladie professionnelle, notamment. L'OMS définit également les normes de la recherche en laboratoire.
Alors ici, donc, voilà, il s'agit du seuil à partir duquel on est déclaré malade. Donc on peut très facilement rendre quelqu'un malade en changeant le seuil à partir duquel quelque chose est considéré comme nocif. Prenons la cholestérine. Le cholestérol auparavant, c'était 240 et maintenant c'est 200. Cela veut dire qu'à partir de 200 milligrammes de cholestérol, vous êtes considéré comme malade et il faut vous soigner parce que c'est considéré comme dangereux pour vous. Et donc, cela fait 86% de plus de patients. Donc, ils ont quasiment doublé le nombre de personnes au niveau mondial qui ont besoin d'un traitement médical. Et ce, uniquement en modifiant légèrement le seuil des résultats en laboratoire. Et c'est la même chose pour l'ostéoporose. Beaucoup plus de gens devront faire ces radios. C'est uniquement quelques exemples, mais c'est typique du fonctionnement de l'OMS. Ils sont experts et quand vous êtes financé par l'industrie pharmaceutique, eh bien, cela influence le jugement de vos experts, bien entendu. Alors, vous le savez ou peut-être pas, voilà, les contributeurs de l'OMS, ce sont des contributions volontaires et la monnaie est donnée à certaines conditions. Et toutes les personnes qui financent l'OMS eh bien, veulent quelque chose en échange. L'OMS, selon moi, est devenu le département marketing de l'industrie pharmaceutique. C'est terrible et c'est une observation, une constatation que je fais depuis de nombreuses années maintenant. Et les gens devraient le savoir. Alors, l'Allemagne est le principal contributeur de l'OMS, on le voit. Il doit donc y avoir quelqu'un qui influence Madame Merkel. Je ne comprends pas pourquoi l'Allemagne verse tellement d'argent. En effet, tous les autres États donnent moins. L'Allemagne, manifestement, joue un rôle bien particulier. Alors, notre industrie souffre beaucoup. Et l'obéissance du gouvernement allemand est terrible. Cela détruit notre pays. Et je ne sais pas pourquoi et comment nos citoyens peuvent tolérer une telle situation. Alors, la grippe porcine maintenant, quand j'en ai entendu parler, je m'en suis rappelé. Oui, il y a eu toute cette série de grippe. Et oui, chaque année, il y a une saison de la grippe et des gens meurent de la grippe chaque année. Et moi, en tant que docteur qui était responsable de 150 habitants dans le nord de l'Allemagne, je savais qu'environ 10% d'entre eux attrapaient la grippe chaque année lors de la saison de la grippe. Et j'ai été dans des hôpitaux, j'ai parlé à beaucoup de docteurs, je l'ai fait pendant 13 ans. Et il y a des années où il y a plus de décès, d'autres moins. Alors, en 2005, et on voit ici qu'il y a des coronavirus, 14,4%, mais à l'époque, on ne parlait que de grippe. Et on ne parlait que de grippe, pourquoi? Parce qu'on n'avait que des vaccins et des médicaments contre la grippe, pas d'autres. Mais ces autres virus étaient d'ores et déjà là, c'est certain. Ils étaient là depuis des siècles. Et j'ai lu ceci. Alors, penchez-vous sur la date. C'est le 9 mars 2009, M. Sarkozy s'est rendu au Mexique avec 100 millions d'euros pour construire une usine de construction de vaccins grippal. Comment savait-il qu'au Mexique, un mois plus tard, il y aurait une épidémie de grippe porcine? C'est bien étrange, n'est-ce pas? Et ici, nous avons un contrat. Il y a eu plus de 100 contrats de ce type au niveau mondial, donc qui parlent de préparation aux pandémies. Et quand l'OMS disait « Voilà, nous en sommes au niveau d'alerte numéro 6 pour la pandémie », alors le contrat entrait en vigueur. L'OMS a donc été à l'origine, a déclenché des énormes contrats. À l'époque, ça se comptait au niveau de 80 milliards d'euros.
Et ici, vous avez un contrat allemand, c'est la même chose. C'est le moment où la pandémie a été déclarée par le secrétaire général à l'époque. Et voilà, on voyait que l'industrie pharmaceutique allait pouvoir faire ses choux gras. Alors ici, c'est un collègue donc, qui est biostatisticien à l'Imperial College de Londres. Il a joué un grand rôle dans tous ces cas de pandémie. Alors ici, nous avons son travail qu'il a présenté à l'OMS. À droite, vous voyez les colonnes vertes. Vous voyez le nombre de cas le 27 avril, entre le 27 et le 30 avril. On voit une hausse de 25 à 145. Et au Mexique, donc il y avait des dizaines de millions de personnes qui vivaient, de milliers de personnes qui vivaient dans la région étudiée. Et on a trouvé 600 cas de tests positifs à la fièvre porcine dans les hôpitaux. Alors, on sait qu'en général, il y a, dans les hôpitaux, il y a des personnes malades, des personnes faibles. Et si vous faites des tests sur des personnes qui sont en soins palliatifs, bien entendu que vous allez trouver une maladie redoutable et susceptible de décimer les patients de l'hôpital. Alors que si vous faites ce même test sur des gens qui sont dans un centre commercial ou dans la nature, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et ici, sinon, on voit le nombre de vols depuis de Mexico au reste du monde, donc 1 million de passagers. Et à partir de cela, on a décrété que c'était une pandémie qui allait se répandre dans le monde entier. Ils ont donc changé la définition du mot pandémie. Auparavant, il fallait un nombre énorme de morts et de maladies, et cela faisait partie de la définition de la pandémie. Et l'OMS dit « Nous n'avons jamais défini la pandémie ». Certes, mais ce qu'ils ont défini, ce sont les critères qui nous permettent de dire « Nous avons affaire à une pandémie ». Ils ont donc changé ces critères. Ils ont retiré la gravité et le taux de mortalité. Et ce qu'il nous reste, c'est le fait qu'il y a un nouveau virus qui parcourt le monde. Et c'est le cas de chaque grippe, tous les ans. C'est normal. En fait, chaque virus, et c'est le propre d'un virus, tend à se répandre. Et ceci, c'était en 2017, donc il y a des vagues. Donc, de la même manière, pour la bourse, on a des vagues, et ce sont les mêmes que l'on retrouve ici. Quand M. Bill Gates dit qu'il y aura une pandémie extrêmement dangereuse et que la prochaine sera pire, eh bien, il se penche toujours sur les cours de la bourse. Et parce qu'il se dit que la valeur de ses actions va grimper, afin qu'il puisse les vendre avant que la valeur ne baisse à nouveau. C'est comme cela que cela fonctionne. Et c'est ce que nous fait l'EMS. Afin que tous les investisseurs dans ce type de secteur puissent continuer à s'enrichir. Quand la définition a été modifiée, il y a eu des journalistes et des pays, cela date de 2009, qui ont dit non, ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens, parce que ça va coûter énormément d'argent et c'est inutile. Il n'y a pas de pandémie incroyable, nous ne voyons pas un taux de normalité supérieur. En fait, en 2009, il y avait même un taux de mortalité moins grand que d'autres années. Mais pourquoi est-ce qu'on a changé ces critères? Eh bien, c'est une fois de plus une question d'argent. Et ensuite, donc ici, il s'agit des fausses pandémies, une menace pour la santé. Donc c'est une motion de recommandation quand j'étais président de la sous-commission à la santé.
j'ai accompagné mes collègues. Je n'ai plus été réélue en 2009. Mon parti a sombré. Je suis sortie du Parlement allemand. Mais Paul Flynn a été rapporteur. Je lui ai donné toutes mes données. Je l'ai aidé. Nous avons eu une audition au Conseil de l'Europe. Et puis, une fois, l'OMS est même venue. Mais ça a été bien la seule fois. Donc, nous avons encore une campagne médiatique en cours, nous n'abandonnons pas. Ici, on voit que cela date de 2018. Ici, on voit la prochaine pandémie pourrait tuer 1 million de personnes. Donc, on travaille d'ores et déjà à la prochaine vague. James Murdoch, ici. Alors, ici, je vous parlais du journalisme impliqué. Donc, ici... Donc, il a été député à Glasgow pendant 2 ans. Et puis, il y a une autre définition. Ici, vous voyez cet ovale rouge. Il y a un code ICD, un nouveau code qu'ils ont fait spécialement pour le Covid. Donc, il y a prévention, diagnostic et vous pouvez être diagnostiqué, même si votre test PCR est négatif, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a, lui, un test positif. Donc, cela veut dire que vous êtes potentiellement malade et on peut avoir des indemnités si le docteur vous déclare malade. Donc, c'est un système numérique. Et on a un registre avec tous les patients. Alors, excusez-moi, nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pourriez accélérer un petit peu ou... Parce que les autres intervenants attendent leur tour. Donc voilà, ici, je vous parlais de ce code SIM, Classification internationale des maladies, et ici, le cadre jaune, on voit le système post-Covid. Donc ce sont toutes les expériences de gestion des pandémies, et j'aimerais attirer votre attention sur la prochaine pandémie NCD qui va arriver. Donc NCD, cela veut dire Non-Communicable Disease, donc maladie non communicable. Donc voilà. Il s'agit de toutes ces maladies, donc par exemple une pression trop élevée, pression sanguine, et donc des centaines de pays sont d'ores et déjà en train de corrompre des partenaires. Ils préparent de nouvelles actions au niveau international. Ils veulent renforcer encore leurs possibilités, leur champ d'action qui leur permet de s'enrichir. Donc il s'agit de l'OMS, de la Lyon, voilà, entre l'OMS et les MNT, les maladies non transmissibles, ils n'auront même plus besoin de virus. Alors, comme vous le savez, donc on en a... Alors, j'aimerais bien voir la dernière diapositive. Donc, ça, on ne peut pas jouer à ça. Et c'est ce que nous voyons ici. Personne ne sait qui est responsable. Il s'agit de subsidiarité. Vous vous rappelez peut-être que l'Union européenne, ne cesse de devenir de plus en plus agrandie parce qu'on a promis aux pays scandinaves que oui, il y avait la subsidiarité et que les États pourraient garder leur souveraineté. C'est une promesse qui a été faite aux nouveaux États membres. Mais finalement, qu'en est-il qu'est-il arrivé de ces belles promesses? Il n'y a plus de subsidiarité, tout est mondialisé. Et la subsidiarité, elle faisait partie du traité de Lisbonne et c'est très important. Mais qu'est-ce que l'Union européenne aujourd'hui sans cette promesse? Voilà, il y a eu une trahison de tous les États membres. Merci, c'était tout en ce qui me concerne.
Merci beaucoup à Wolfgang. Juste pour rappel, la commission Covid avait demandé la levée des badges à Pfizer et effectivement, dans réunion spéciale, ça avait été acté par la majorité des partis, mais après en conférence des présidents, tous les partis politiques sauf le nôtre et d'autres qui sont ici présents n'ont pas poursuivi cette demande. Je laisse la parole maintenant au médecin de santé publique et consultant en biotechnologie et en santé mondiale, le docteur David Bell, ici présent. Il a été médecin et scientifique à l'OMS durant plus de 15 ans, si je m'abuse. Merci à vous. Thank you for the Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de m'adresser à vous. Très rapidement sur l'histoire de l'OMS, sa réponse au Covid et puis l'agenda de préparation aux pandémies. Et vous verrez ça dans les différents transparents. Alors, très rapidement. L'OMS a été inaugurée en 1946, l'année du procès de Nuremberg, de différentes déclarations qui préparent la décolonisation. À l'époque, c'était un pays, une voix au sein de l'OMS et le budget était basé sur un budget calculé sur le PIB des différents pays qui donnaient de l'argent à l'OMS qui décidait de la façon de l'utiliser. Alors, il y a eu la déclaration d'Almata en 1978, l'épidémie de l'idée que défend l'OMS qui a souligné l'importance de l'individu et du droit de l'individu s'agissant des décisions à prendre sur sa santé, donc un développement aussi d'une approche verticale de la santé mondiale. Les choses ont commencé à changer il y a une vingtaine d'années, de grands changements. Voilà le budget actuel. En vert, la plus grosse partie du budget, ça s'appelle contribution spécifiée. Les différentes contributions apparaissent là, presque tout le financement de l'OMS est qualifié de spécifié. Ça veut dire que le bailleur donne de l'argent pour un projet spécifique à un endroit spécifique. Alors, l'OMS ne prend plus de décision elle-même. C'est le contributeur, celui qui donne l'argent, qui décide où l'argent doit être investi. Donc, les réactions ont changé. D'abord, il y a les USA qui est au sommet de la fondation. Le deuxième grand financier, c'est un privé. Et puis, il y a le Gavi, qui est un partenariat public-privé avec beaucoup d'argent des entreprises. Donc, une bonne partie du financement, 20% à peu près, vient du privé. Et là, encore une fois, avec une prescription tout précise, très précise, de la façon dont l'argent doit être utilisé et comment son utilisation doit être contrôlée. Alors, le Covid a débarqué en 2019-2020. En 2019, l'OMS a publié ses lignes directrices contre la pandémie de grippe et a réfléchi à ce qui se passerait dans le cadre d'une véritable pandémie et qu'en serait-il des réponses potentielles. Alors, ils ont dit qu'ils ne recommandaient en aucune circonstance le traçage des contacts, la mise en quarantaine des personnes individuelles exposées, des screenings à l'entrée et à la sortie ou la fermeture des frontières. Donc ça, c'était très clair. Dans son idée, il pouvait y avoir des fermetures d'entreprises d'un maximum de 7 à 10 jours. Ça, c'était donc les recommandations pour une pandémie virale. Et puis, je le disais, le Covid a débarqué, a frappé au début surtout les personnes âgées et très âgées. Voilà le diagramme qui a été publié dans le Lancet en mars 2020. Donc, au début de 2020, nous savions que beaucoup de travailleurs, les enfants et les jeunes adultes couraient le moins de risques de Covid. Vous voyez la Chine sur la gauche, la pyramide démographique très similaire à celle de l'Europe. À droite, vous avez l'Afrique.
Alors, les moins de 20 ans couraient le moins de risques de Covid. Cela représente 70% de la population africaine. Et donc, vous voyez toute la différence entre l'Afrique et les autres continents. Il était clair en Europe qu'il y avait moins de population à risque, encore une fois, parmi les plus jeunes. Mais la pyramide d'âge étant inversée, la situation n'était pas la même qu'en Afrique. Alors, l'OMS a mis en place, malgré tout, des mesures très strictes, des confinements, nouveaux concepts dans la santé publique, et des documents ont été publiés sur la préparation aux pandémies, sur les lignes directrices à appliquer. 250 000 d'enfants à peu près sont morts en 2020 dans le sud-est asiatique, d'après l'UNICEF. Pas du Covid, mais du confinement. On en parle peu, mais ce sont des données de l'UNICEF. Alors, 100 millions d'enfants supplémentaires ont été plongés dans la pauvreté, 10 millions de gamines ont été vendues pour des mariages forcés, etc. Donc, la situation a impacté le plus les pays les plus pauvres, principales cibles de l'OMS pourtant. Alors, le COVAX, programme de vaccination massive, 70% de la population dans les pays à faible revenu devait être vaccinée, avec le slogan « Personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité ». C'est un slogan ridicule. Si personne n'est en sécurité malgré d'être vacciné, ça veut dire que le vaccin ne fonctionne pas. Donc, est-ce que l'OMS est en train de dire que le vaccin ne fonctionne pas avec ce slogan ? Si ça ne fonctionne pas, ça servait à quoi de fonctionner tout le monde? Donc, il y a là une espèce de distorsion intellectuelle difficile à suivre. Mortalité due au Covid, exactement comme prévu au départ de l'épidémie. Vous avez les USA et le Royaume-Uni typique pour l'Europe. Donc, vous voyez comment les courbes évoluent et tout ça reste logique. L'Afrique, les 6 pays africains qui sont mentionnés là, très peu de décès, sauf dans les pays méditerranéens du sud de l'Afrique où les gens souffrent davantage d'obésité. L'OMS a fait sa propre enquête en Afrique, vaste enquête en 2021. Avant Omicron, une personne sur deux avait déjà été infectée, avait déjà une immunité. Donc, l'immunité personnelle spontanée est aussi bonne que le vaccin. Ça a été prouvé entre-temps. L'OMS a constaté que 50% de la population de moins de 20 ans ne courait aucun risque. Ceux qui couraient le plus de risques, c'est ceux qui souffraient d'une comorbidité, le diabète, par exemple. Et donc, l'efficacité des vaccins n'a pas été véritablement prouvée. 7 à 8 milliards de dollars, toutefois, ont été dépensés pour COVAX 2 doses. Puis les chiffres ont augmenté avec les doses supplémentaires. 3 milliards sont dépensés chaque année pour la malaria. Vous voyez que le budget annuel de l'OMS, aux activités confondues, est de 3,5 milliards lui aussi. Donc, voilà, il y a une disproportion totale entre l'argent normalement dépensé pour la lutte contre les maladies et la campagne COVAX. Certains y ont gagné dans cette campagne. L'OMS fait ce que ses sponsors veulent qu'elle fasse. Ne l'oublions pas, c'est le grand principe de base. Alors l'intention est de transformer tout ceci en quelque chose de permanent, donc faire des instruments de lutte contre la pandémie quelque chose de permanent. Bon, l'OMS parle de pandémie depuis longtemps. Après la grippe espagnole, situation catastrophique, il n'y avait pas d'antibiotiques, il y a eu 3 épidémies. La tuberculose aussi tuait des millions de personnes. Donc, les pandémies existent, mais elles restent rares, avec une mortalité relativement peu élevée. Il est important de s'en souvenir. On lit dans les documents
documents de l'OMS que les pandémies deviennent de plus en plus fréquentes. Ce n'est pas vrai. Il parle d'interaction entre la vie de travail et la vie professionnelle. Bon, ce n'est pas vrai non plus. Les interactions de l'être humain dans l'environnement avec la faune, la flore, etc. On en parle énormément. Enfin, l'idée, c'est de développer un système de surveillance aussi vaste que possible pour écarter un maximum de risques. Un nouveau secteur de lutte contre les pandémies nouvelles a été développé. Des campagnes de vaccination massive ont été organisées, qui, en particulier pour le Covid, devaient permettre de sortir du confinement qui avait été imposé par les mêmes autorités que celles qui imposaient la vaccination. Bref, tendance à tourner en rond. Des milliers d'emplois ont été générés pour des gens avec des salaires élevés qui seront chargés de surveiller la mise en application de tout ce nouveau système en cercle. Différents instruments ont été prévus. D'abord, les amendements aux réglementations sanitaires internationales et le CA+ de l'OMS. Alors, qu'en est-il de ces amendements? L'IHR couvre un très grand nombre de règles internationales. Les amendements qui ont été proposés, quels sont-ils exactement? Ils étendent les définitions des pandémies, des urgences sanitaires et permettent de définir un potentiel de risque, pas un risque réel, mais un potentiel de risque. Alors, il y a aussi un changement dans les recommandations de l'IHR qui passe de non contraignant à contraignant. Donc certaines démarches contraignantes à entreprendre dans certaines situations. Les amendements permettent à l'OMS de partager les données relatives aux différents pays sans consentement préalable et ces recommandations prévoient aussi des restrictions de voyage, le refus d'entrer dans tel ou tel pays, les isolements et les confinements, etc., etc. Alors tous ces pouvoirs-là seraient remis entre les mains d'une personne. Le traité, quant à lui, ne va pas aussi loin. En fait, il met en place un réseau international surveillé par l'OMS et organise le financement de ces structures. Alors, quels sont les délais prévus par le traité? Mai 2024, vote qui doit être majoritaire, donc par un minimum de 196 pays. Et puis, en mars 2025 et en mai 2025, étape suivante de la mise en application. Ensuite, il faudra un vote majoritaire et il faudra que 30 pays ratifient avant que le traité puisse être mis en application. Donc, je résume, les pandémies sont relativement rares, avec un impact relativement élevé, y compris le Covid. L'OMS est incompétente en la matière. Il s'oppose à certains principes de santé publique. Il est certain qu'il faut tenir compte de certaines priorités nationales et locales. Ce qui a été fait en Europe n'était pas valable pour l'Afrique. Donc, il faut reconnaître les priorités nationales. Alors, il faut réfléchir aussi à la façon dont est financée l'OMS, puisque, comme on vous le disait tout à l'heure, l'OMS reçoit de l'argent et fait avec cet argent ce qu'on lui dit de faire. Les législateurs ont un rôle énorme à jouer en la matière. Si nous voulons protéger la démocratie, en tout cas, l'OMS a été utilisée comme instrument par des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont disposés à investir cet argent, mais d'une manière qui n'est pas toujours neutre. Et cette démarche risque de devenir quelque chose de permanent si les gens ne réagissent pas en disant que c'est tout à fait inacceptable. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Un autre rappel, le président de Gavi, du conseil d'administration, Gavi c'est l'alliance de la vaccination, de l'alliance des vaccins, c'est monsieur Manuel Barroso qui était ancien président de la commission pendant 10 ans.
Donc je ne sais pas si c'est une blague, mais peut-être que Mme van der Leyen, puisqu'on voit que l'Allemagne est très présente dans le budget de l'OMS, peut-être qu'elle aura trouvé déjà un siège à l'avenir, puisqu'on voit que le changement de la direction est aussi une possibilité pour l'OMS pour effectivement continuer dans cette mise en place de la pandémie. Je ferme la parenthèse. Je laisse maintenant la parole à Dr Sylvia Behrendt, qui est actuellement directrice de la Global Health Responsibility Agency à Salzbourg en Autriche, ancienne consultante juridique auprès du secrétariat RSI à l'OMS. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi que d'être ici, parmi vous, au Parlement européen, et je suis honorée également de l'intérêt que vous portez à ce problème très important, l'OMS. Et moi, j'aimerais bien vous donner une approche juridique, parce que je m'adresse à vous en tant qu'observateur du système juridique. C'est à vous de sonner l'alarme si les lois sont utilisées comme outils pour violer la dignité humaine. Les mesures de lutte contre la pandémie ont été mises en œuvre principalement par des ordres de l'exécutif, et ce, au fil du contrôle démocratique dans le monde entier. Et ils étaient dirigés par une seule autorité, l'OMS. Je pense qu'il est donc de notre devoir de commencer à enquêter et afin de déterminer quelles sont les causes et de dénoncer quels sont les véritables pouvoirs qui se cachent derrière l'OMS avec ses parties prenantes, ses acteurs. Mais nous devons commencer d'une manière légale. C'est pourquoi j'aimerais commencer par une citation de Raphaël Lemkin, qui a été l'un des rédacteurs de la Convention de lutte contre le génocide. Il a consacré sa vie entière à un seul projet: rendre impossible le meurtre de masse d'une seule nation. Et il y a réussi, mais il a consacré sa vie entière à cette Convention sur le génocide. Et il a dit, donc, seul l'homme a la loi doit être construite. Me comprenez-vous? C'est à vous de construire la loi. Donc nous devons construire un ordre international juridique qui respecte la dignité humaine, les libertés fondamentales et les droits humains inviolables. Et ce, en temps de paix comme de guerre. Et toute violation par une organisation internationale ou un acteur international doit être prise en compte. Donc cela, ça nous manque. Il nous faut arrêter, lutter contre les privilèges et les immunités. Donc ici, on voit la structure de l'OMS, on en a déjà entendu parler. Et j'aimerais attirer votre attention sur un point extrêmement important, tout à droite. Il s'agit du programme d'urgence de santé mondiale. Et il est mis en œuvre depuis 2006. C'est très nouveau et c'est notamment cet organe qui était chargé de la gestion de la lutte contre le Covid. Le directeur, c'est M. Ryan, qui est responsable donc de tout ce secteur. Ce secteur bénéficie d'un budget considérable, donc à peu près 845 millions de dollars, plus 2,9 milliards de budget de réponse aux épidémies et à la crise, plus 98,9 millions pour le fonds pour les accidents et les urgences. Et c'est donc pour ces raisons, entre autres, que l'OMS a modifié sa structure internationale pour introduire, notamment afin de répondre à l'épidémie, à la maladie Ebola, donc introduire ce service de réponse aux crises. Alors, l'OMS, auparavant, était un organe de conseil qui conseillait les ministres et les gouvernements. Mais ensuite, ils sont eux-mêmes partis sur le terrain. Ils se sont mis à déployer sur le terrain leurs équipes, etc., leurs outils, et ce notamment à partir de 2016. Alors, prochaine diapositive. Alors, c'est écrit en tout petit,
Mais donc, la dernière réunion, donc il y a eu une enquête très secrète. Il y a des allégations extrêmement secrètes, sérieuses. Et il n'y a pas eu de processus d'enquête. Donc, il a d'abord fallu trouver un processus permettant d'enquêter sur les allégations formulées, et notamment sur le directeur de ce service. Et ensuite, ils ont commencé à enquêter sur cet individu. Alors, voilà, ce sont les raisons pour lesquelles j'avais écrit. Donc, nous avons eu l'honneur de rendre visite à la présidente du conseil d'exécution, qui à l'époque était Madame Petric de Slovénie, Vesna Petric. Et je lui ai adressé un courrier officiel disant que le conseil d'exécution devrait être plus précis dans ses enquêtes. Et c'est là qu'il faut revenir sur la structure de l'OMS, car c'est très compliqué. Donc les organes officiels, donc vous avez le conseil exécutif, et vous avez également l'Assemblée de la Santé mondiale avec tous les États membres. Et enfin, vous avez le secrétariat. Donc, on a donc 3 organes. Donc, en gros, nous avons l'administration et puis les États membres dans l'Assemblée. Et également, il y a maintenant, sur une recommandation de l'Autriche d'ailleurs, le comité sur les urgences sanitaires et la réponse à ces urgences qui bénéficie de toujours plus d'attention. Alors là où ça devient intéressant, c'est que les organes dirigeants sont protégés par l'immunité, comme les politiciens et les diplomates nationaux. Et d'autre part, nous avons au secrétariat donc des privilèges et des immunités pour les employés internationaux. Donc ce sont des privilèges qui ont été accordés au moment où la communauté internationale pensait que ces privilèges et ces immunités étaient nécessaires. Mais maintenant, en fait, c'est significatif d'impunité. Donc ça signifie que ces personnes ne paient pas d'impôts, qu'ils ne sont pas soumis au système juridique de leur pays et qu'il n'y a aucun contrôle sur leurs finances. Ils ne peuvent être victimes d'aucune enquête, réquisition, confiscation, etc. C'est donc un système juridique complètement dysfonctionnel. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles nous, en tant qu'organisation internationale, nous ne pouvons pas contrôler l'OMS à l'heure actuelle. Et ensuite, nous avons le fait que l'OMS, ce qui est souvent sous-estimé, opère sur 3 niveaux différents. Donc nous avons le siège, 6 régions et 150 bureaux pays. Donc cette organisation a donc une structure mondiale. Et si cette structure est utilisée de manière totalitaire, ce n'est plus fédéral. C'est pourquoi on parle de 7 OMS, finalement. Donc, le siège et les 6 régions. Et puis, nous avons le personnel. Donc, environ 3 000 au siège et 30 000 en tout, à peu près. Et bien entendu, vous avez la représentation de l'OMS à l'Union européenne. Donc, le secrétariat de l'OMS est donc protégé par l'immunité et des privilèges. Et seuls les États membres peuvent contrôler le secrétariat de l'OMS, personne d'autre. Autre grand problème, vous l'avez déjà entendu, mais je dois le répéter, c'est que les parties prenantes l'OMS est captif de ces parties prenantes. Alors nous avons différentes structures. Donc tout d'abord,
il y a eu une réforme, une transformation qui a été introduite par le directeur général Tedros en 2017. C'est une réforme extrêmement intense parce que finalement, cela encourage à avoir davantage de partenariats public-privé. Ce qu'il y a déjà, ça ne leur suffit pas manifestement. Et donc, on voit un véritable projet de transformation. Ensuite, on a le budget qui est captif, 80% du budget donc provient de contributions qui ne sont pas révélées. Les contrats ne sont pas publics. Et David vous a déjà dit, voilà, on a une infrastructure, mais ça ne vous dit rien. En effet, personne ne vous dit ce qu'ils font avec l'argent. Ils vous disent juste quelle est la structure et des programmes très vagues. Ils vous disent, voilà, sauver 100 millions de vies. Mais comment exactement? Ce sont leurs modes de comptage qu'ils publient. Et ensuite, ils peuvent dire, voilà, nous avons reçu l'argent de Bill Gates et cela a sauvé 1 million de vies. Comment exactement? Nul ne nous le précise. Moi, j'enquête à l'heure actuelle sur l'OMS, mais le personnel essaye de me dire, voilà, en fait, ce qu'ils font de l'argent. Alors, par exemple, disons que l'Allemagne donne de l'argent. Qu'en font-ils? Par exemple, l'Allemagne a financé sa propre application sur la pandémie. C'était une gestion des informations sur la pandémie. Alors ici, vous voyez, d'après la structure, voilà combien de millions sont versés. Mais si nous n'avons pas les documents sur les financements précis, ça n'a aucun intérêt. Et ici, autre point très intéressant, les procédures d'urgence qui sont utilisées de manière très secrète par l'OMS. Parce que c'est une procédure qui autorise finalement l'utilisation en urgence de vaccins. Cela permet d'autoriser le vaccin en procédure accélérée et de le livrer à toutes sortes d'institutions qui n'ont pas de capacité réglementaire en termes de vaccins, comme l'Union européenne. Et eux, ils nous disent, non, non, c'est bon, on l'a fait et on peut vous distribuer tout cela. Mais cette procédure n'a pas été vérifiée par les États membres. Elle a été rédigée par le secrétariat de l'OMS, c'est tout. Ici, on voit bien un système dysfonctionnel. Et ici, c'est très intéressant, on voit ici la liste des vaccins autorisés, bien entendu, ils ont tous autorisé. Et ensuite, ici, on voit les remerciements pour la procédure. Il nous dit merci à la Fondation Bill et Melinda Gates pour avoir contribué à cette fantastique procédure. Donc voilà, il ne se cache même pas, il n'y a rien à ajouter. Ici, vous voyez l'outil COVAX. Et donc, là, voilà, comment est-ce que les produits sont jugés fiables? Eh bien, elle dit, si l'OMS l'a autorisé, on peut le distribuer. Parfait. Enfin, d'autre part, ils aimeraient avoir un nouvel organe de direction qui pourrait finalement un peu, en quelque sorte, court-circuiter le conseil exécutif. Donc, si bien que certaines personnes pourraient avoir des réunions internes, parler en privé avant les réunions de l'Assemblée. Et puis, d'autre part, les parties prenantes sont autorisées à rédiger leurs amendements
au traité. Et c'est connecté aux négociations de l'Assemblée sur la santé mondiale. Enfin, et puis, mandat de la décision du Conseil. Pourquoi est-ce que le Conseil est entré en négociation avec l'OMS? Voilà, cela revient également à ôter sa souveraineté, à priver les États membres de leur souveraineté. Ici, nous voyons que les États membres n'ont plus leur mot à dire, ou plus grand-chose à dire. Tout se passe au niveau mondial sans le moindre contrôle. Et nous avons beaucoup de déclarations pendant cette procédure de négociation. Donc, il s'agit des procédures internationales, des producteurs pharmaceutiques. Ils ont finalement 24 organes qui se rassemblent et on ne trouve ces informations que sur leur site, que sur le site des industries, pas sur l'OMS. Et puis, pour ce qui est des participants commerciaux à l'OMS, donc ici, on voit tous les acteurs mondiaux qui sont connectés à l'OMS. Et à l'OMS, on a même quelque chose qui s'appelle le super partenariat public-privé. Et ensuite, de grandes entreprises ont les coups des franches. Autre point très important sur lequel je reviendrai par la suite, c'est que les partenaires donc dans la Big Tech de l'OMS sont considérables. Autre exemple, ici il s'agit de la plateforme des partenaires. Donc voilà, les entreprises peuvent tout simplement se créer un compte et participer. Donc voilà, l'OMS a ouvert ses portes et tous ces acteurs privés ne sortiront pas leur bille si nous ne trouvons pas des moyens juridiques de les y forcer. Alors, quels sont nos outils juridiques? Ici, nous avons l'architecture juridique de l'OMS. Il y a une bonne constitution, mais ensuite, au niveau suivant, ici, si on se penche sur la pandémie ou sur les urgences en termes de santé publique, eh bien, ici, on a un outil. Un outil qui reconstruit l'infrastructure afin d'être préparé aux pandémies. Et ensuite, nous avons les procédures réglementaires. Cette Emergency Use Listing Procedure, donc la procédure qui permet d'autoriser certains médicaments aux vaccins, procédure accélérée. Et ensuite, nous avons des milliers de lignes directrices techniques de conseils au public. Et cela qui est très dangereux, cela ne respecte plus les frontières nationales. Donc, comment est-ce qu'on construit une pandémie? Tout d'abord, on a une surveillance, des diagnostics. Ensuite, le directeur général déclare qu'il y a une urgence en termes de santé publique. Ensuite, on a une autorisation d'urgence, donc afin de sortir tous les produits, d'autoriser la production et de la mise sur le marché de tous les produits, même ceux qui sont au stade expérimental, et ensuite les contre-mesures et auxquelles les pays doivent se plier. Donc un gros problème, c'est la structure générale, la structure légale du directeur général. Il a une autorité exécutive des contrôles sans précédent. Donc il jouit d'une autorité qui n'est pas contrôlée. Et ici, le problème c'est, donc ici, finalement, je vous ai énuméré toutes ces autorités légales et lui, il est chargé de tout. Et il est également chargé d'interpréter toutes les données. Il peut déclarer l'état d'urgence, il peut déclarer quelles sont les contre-mesures à mettre en œuvre. Il a le droit. Et au final, c'est également lui qui est responsable de cette procédure d'inscription ou d'autorisation en urgence de certains médicaments ou vaccins. Il est censé conseiller l'opinion publique, les États. Et il n'y a aucun contrôle. Et comment stopper
ces négociations au sujet de ce traité sur les pandémies. Alors, un problème et des sujets d'inquiétude, c'est la surveillance. Les structures de surveillance, il y aura un niveau permanent de surveillance. Vous aurez également la création des super-pouvoirs de l'OMS et on n'y aura pas accès. Aucune transparence en la matière. Si nous n'avons pas de nouveaux outils juridiques, nous n'aurons pas accès à cela. Ensuite, nous avons les certificats de santé, un contrôle des médias extrêmement fort, et puis la structure privée qui est très forte à l'OMS avec les mécanismes de fourniture et d'allocation. Alors, dans le projet de texte, alors c'est très compliqué de tout expliquer en un temps si bref. Donc, mais ici, on a le système PABS, donc accès aux pathogènes et partage des bénéfices. Ça a déjà été mis en œuvre et cela a également fait doublon avec le séquençage génétique. En gros, pour résumer, il y aura une surveillance généralisée et il y aura un système de laboratoire de l'OMS qui sera établi. Voilà, afin de lutter contre des pandémies qui sont artificielles, qui sont créées. Et tous les pathogènes qui sont collectés partout dans le monde devront être transmis à l'OMS. Donc cela donnera un problème immense à l'OMS. C'est un énorme problème. Nous avons des preuves accablantes selon lesquelles le SARS-CoV virus a eu une certaine fonction. Il nous faut le réglementer. Il y a un point positif, cependant, la nouvelle proposition par l'UE, donc de ce traité sur les pandémies avec des révisions. Et il y a une annexe qui précise que donc, ces systèmes voilà, de partage devraient être réglementés. Alors, voilà des preuves. Qu'est-ce qui se passe d'ores et déjà? Donc, un bio-hub au niveau mondial pour stocker les pathogènes et les analyser. Nous avons beaucoup de réseaux de laboratoires d'ores et déjà établis. Nous avons également, et ça c'est très élaboré, donc le PIP, le cadre de préparation aux épidémies, aux pandémies de grippe. Donc c'est un système de partage d'informations qui n'a pas encore été utilisé parce qu'il n'y avait pas encore eu de pandémie de grippe. La présidente, excusez-moi, il ne nous reste plus que 10 minutes jusqu'à la fin de notre réunion. Philippe doit encore s'exprimer. Donc peut-être une ou deux autres diapositives et il nous faudra conclure. Alors, je vais passer à la dernière diapositive dans ce cas. En français, après, on pourra, il n'y aura pas d'interprétation, mais en tout cas, Je vais donc passer. Voilà, d'autres, je dois me dépêcher, mais j'aimerais pas donc passer à la diapositive 71 afin de vous parler du contrôle des médias. Alors si ce n'est pas possible, tant pis. Alors j'espère que j'ai pu vous donner un petit aperçu de la situation. En tout cas, ce qui se passe est très sérieux, très grave.
Et nous n'avons pas les capacités légales, juridiques, d'enquêter, de poser des questions pour obtenir une transparence. Nous devons créer ce cadre juridique extrêmement vite. Et ce que l'OMS propose nous distrait. Nous avons besoin d'avoir notre propre programme et de leur fixer des limites, de dire ce qui ne peut pas être accepté dans leur mode de fonctionner, qu'il faut qu'ils arrêtent de contrôler les médias, etc. Et donc il nous faut coopérer ensemble sur ce point pour pouvoir opposer un contre-pouvoir. Merci. Merci Sylvia. Donc on passe à Philippe Cruz, qui est avocat suisse, et donc il va conclure, et on gardera effectivement 2, 3, 4, 5 minutes pour les questions-réponses. Thank you very much for the invitation to speak. Je vous remercie de l'invitation de m'adresser à vous. Je suis ravie, très honorée d'être invitée ici. Merci pour l'intérêt que vous manifestez vis-à-vis du sujet de l'OMS qui nous concerne tous. Nous sommes tous concernés par ce sujet, que nous soyons français, allemands, de l'intérieur ou de l'extérieur de l'Europe ou de Suisse. Donc, je suis juriste suisse depuis 1997 et depuis la fin de 2020, j'ai arrêté mon travail dans mon domaine spécialisé du droit fiscal pour me pencher sur l'état de droit, pour me pencher sur les droits constitutionnels et pour développer un débat basé sur la science en période d'urgence. Et j'ai d'ailleurs mené une vingtaine de procédures devant les tribunaux en la matière. Avec mon équipe et avec le ferme soutien de scientifiques internationaux, j'ai déposé une plainte contre Swissmedic, qui est en Suisse l'autorité suprême, l'agence suprême dans le domaine de la sûreté des produits médicamenteux. Et nous avons intenté cette affaire justement parce que des essais avec des substances expérimentales ont été menés à bien. Alors très rapidement, où en sommes-nous? Il a été dit que cette pandémie, cette crise a été caractérisée par une gestion très mauvaise de la santé publique internationale sous l'égide de l'OMS. Cela a été fait sous la forme de recommandations qui ont été définies par une poignée de personnes non fiables, non élues, et ces recommandations ont été adoptées par presque tous les États membres, comme s'il s'agissait d'un code des meilleures pratiques juridiquement contraignant, ce qui a conduit à une uniformité dans presque tous les pays sur le plan des confinements, de mesures à prendre parfois négatives, et s'agissant aussi d'un aveuglement à propos de la question de savoir quelles étaient les véritables origines du Covid-19 et sur la question de la véritable dangerosité de ce phénomène. Alors, l'essentiel, c'est de se pencher sur la question des normes permettant les contrôles de qualité. L'OMS nous propose maintenant un projet de traité sur les pandémies et des projets de nouvelles réglementations sanitaires internationales qui tous ont le même but, à savoir donner à l'OMS même plus de pouvoir, plus d'argent, et de limiter les pouvoirs et la souveraineté des États membres davantage encore. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que tous, vous pourrez trouver ces propositions sur l'Internet très facilement. Il s'agit donc des amendements au règlement sanitaire international, et l'autre document, on en a déjà parlé aussi, c'est le projet 0 de l'OMS. Il est important de parler de tout cela parce qu'en Suisse, nous constatons que le gouvernement essaye de cacher ces négociations aux gens. Même des membres du Parlement posent très justement la
question au gouvernement fédéral de leur dire quel est le but de ces négociations. Où en sommes-nous, demande-t-il. Et la réponse au Parlement en mars a été nous ne pouvons rien dire, nous n'avons encore rien sur papier pour l'instant et nous ne pourrons en parler qu'en mai prochain. Donc, voilà où nous en sommes et je vais donc très rapidement parcourir ce qui se trouve dans ces documents dont on reparlera au mois de mai. Il est important que des questions soient posées à propos de cette démarche. Il faut faire un résumé général des conclusions à en tirer. Voilà, ces deux instruments vont donc être votés l'année prochaine en mai à l'AMS. Donc l'année prochaine, pas cette année. Donc nous avons en gros 12 mois dans nos différents pays pour nous informer, pour informer nos parlementaires, pour leur poser des questions, pour leur demander d'arrêter ces négociations. Et je suis très heureux de constater que ce processus a déjà commencé ici au Parlement. Et il y a eu aussi Andrew Bridgen au Royaume-Uni qui a courageusement lancé un débat sur ces nouveaux instruments. Et c'est comme ça qu'il faut procéder, qu'il faut agir. Parce qu'en fait, ce qui est en question, c'est nos droits, les droits de tous les citoyens. Ce qui est en jeu, c'est l'ordre constitutionnel de tous nos pays qui a été désactivé éhontément pendant près de 3 ans, où il n'y a plus eu de séparation des pouvoirs. Pas de possibilité devant les tribunaux de poser la question de savoir quelle était exactement la dangerosité de ce virus et si ça avait du sens d'envoyer les enfants à l'école avec des masques. Donc, nos tribunaux n'ont pas protégé leurs propres citoyens, nos propres citoyens. Quelle est la conséquence de tout cela? Eh bien, un véritable leadership exécutif de l'OMS dans quasiment tous les pays. Les recommandations de l'OMS vont devenir juridiquement contraignantes. Et il y a des officiels, des fonctionnaires qui disent « mais non, erreur d'information, non, ce n'est pas une erreur d'information. Ces règlements sanitaires internationaux amendés vont devenir à l'avenir juridiquement contraignants. On peut le lire à l'article 1 des définitions et on peut voir aussi qu'on en parle à l'article 13A qui est un article tout à fait nouveau où on lit que les partis, les États partis reconnaissent que l'OMS est l'autorité coordinatrice, l'autorité qui guide la réponse au niveau international sur la santé publique. Donc l'OMS va devenir l'instance majeure. Il faut le souligner encore et encore. On constate que ces nouvelles règles vont encore faciliter les choses pour l'OMS s'agissant du déclenchement d'urgence dans le cadre de ce qu'on appelle les urgences internationales qui représentent une préoccupation majeure. Alors, il y a là la possibilité pour l'OMS de se doter elle-même du pouvoir de déclarer qu'il y a urgence en retirant la possibilité aux États membres d'agir en la matière. Ce qui nous prive dans les États membres de la protection dont nous pourrions normalement bénéficier dans le cadre de nos systèmes nationaux. Et ce, simplement parce que l'OMS décidera qu'il y a une urgence de préoccupation internationale. Et comme on l'a dit très à juste titre, Sylvia l'a dit, il n'y aura pas de responsabilisation de l'OMS, pas du tout, donc pas d'obligation du tout pour elle de rendre des comptes. Elle aura le droit de décréter qu'il y a urgence à caractère mondial pour la santé publique. Et puis voilà. Alors, je voulais attirer l'attention sur un point qui a été évoqué, à savoir que
n'importe quel aspect de la vie mondiale pourrait en fait être décrété comme étant une urgence à caractère international. Il peut y avoir des problèmes au niveau du changement climatique ou bien de la diversité, de la biodiversité. Quoi d'autre encore? Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Il n'y a pas de définition du point de départ à partir duquel l'OMS pourrait déclencher qu'il y a cette urgence qui mérite une préoccupation internationale. Donc, l'OMS, en conséquence de ces deux instruments dont nous sommes en train de parler, va recevoir des pouvoirs, le pouvoir sans limite de déclarer qu'il y a urgence au niveau international, argumenter d'une telle urgence pour imposer son leadership et donc appliquer des mesures et des méthodes qui finalement seront préjudiciables plutôt que d'assurer la protection. Et il y a un dernier transparent que j'ai préparé pour vous donner une idée générale de ce que nous allons pouvoir constater. C'est le transparent 27, je m'adresse aux techniciens. Le transparent 27, donc, dans lequel j'essaye de résumer la dynamique de ce que nous allons constater si nous ne nous opposons pas à l'introduction de ces deux nouveaux instruments. Nous constatons que, à droite, les populations, les gens vont devoir céder sur leurs droits humains, vont devoir céder leurs données personnelles, vont devoir remettre leur santé entre les mains des États qui transféreront tous ces droits fondamentaux à l'OMS et aux producteurs, les producteurs de substances expérimentales qui vont s'enrichir, qui vont recevoir de l'argent, qui vont recevoir toutes ces données quand même confidentielles, qui vont avoir en main tout le pouvoir et toute la souveraineté qui en fait appartient aux États membres, y compris des droits de propriété intellectuelle. Et en retour, qu'allons-nous recevoir? Qu'allons-nous recevoir pour avoir cédé tous nos droits et toutes nos données en retour? L'OMS aura totalement le contrôle de la situation à partir du moment où elle prendra elle-même l'initiative de déclarer qu'il y a une urgence à caractère international. Et en retour, qu'est-ce que nous recevrons? De la désinformation, des raisons, croirons-nous, d'avoir peur, un transfert de responsabilité des États vers d'autres instances qui seront autorisées à développer des substances expérimentales, tout cela avec notre argent de contribuables. En retour, nous ne recevrons aucune sûreté, aucune sécurité. Et puis, comme je l'ai dit, il n'y aura pas non plus d'obligation pour l'OMS de rendre des comptes. Et in fine, pour tous les citoyens, même les riches, je le souligne, près de 90% de la population totale se retrouvera dans la situation que je suis en train de décrire. Dès que l'OMS inventera une nouvelle fausse information, plus aucun d'entre nous ne sera en sécurité. Nous serons confrontés à des restrictions qui, en plus, nous obligeront à nous faire injecter des substances expérimentales qui n'auront pas d'avantage, mais n'entraîneront que du mal. Et puis le tout dernier transparent, sans avoir jamais fait d'études post-ante. L'OMS veut recevoir tous ses pouvoirs. Imaginez n'importe quel chef d'entreprise qui ne procéderait à aucune réévaluation du projet qu'il a voulu développer, une analyse de mise au point pour faire mieux la prochaine fois, pour éviter les mêmes erreurs. Personne ne serait autorisé à faire ça dans le cadre d'une entreprise, mais l'OMS, oui. Donc, et tout ça pourrait se faire sans avoir même examiné la véritable origine du SARS-CoV-2, ce qui se passait dans ces laboratoires, sur ce qui s'est passé exactement. Alors,
Encore une fois, je le répète, tout cela se fera sans obligation pour l'OMS de rendre des comptes. Alors la seule façon de répondre à ce développement, c'est un non radical. Et ce non doit venir du monde entier, de chaque personne dans le monde. C'est une réponse très simple. On dit non. Parce qu'il faut bien se rendre compte que si nous ne réagissons pas, nous allons perdre totalement le contrôle de nos propres existences, de nos propres droits. Nous courrons le risque de perdre notre propre base économique. Et les États membres aussi vont perdre leur base économique. Et en retour, qu'est-ce que nous aurons? Rien. Donc, nous avons 12 mois de temps. Nous allons travailler tous ensemble au niveau transfrontalier et nous ferons de notre mieux pour informer tous les citoyens, les politiciens qui ne se sont pas encore bien réveillés et je vous remercie pour le travail que vous faites. La question, c'est de savoir comment on mobilise les gens, comment on fait du lobbying, mais d'une autre façon. Donc moi, je vous parle en tant que politique, et aussi mes collègues aussi, le message de Christian était aussi très clair. Écoutez, il y a des élections bientôt. On a 12 mois pour mobiliser au sein de chaque État membre certains qui sont déjà élus, puisqu'ils vont avoir ce dossier au sein de leurs assemblées. Et donc, le premier pouvoir, c'est effectivement alerter les élus en place et puis les suivre pendant les prochaines élections. Après, au niveau citoyen, et franchement, bravo à tous ces collectifs, bravo d'être là, parce que vous avez permis de diffuser ce type d'information. Parce que cette information qu'aujourd'hui on émet, elle n'est pas reprise par les médias mainstream. Et c'est grâce à vous, parce que vous êtes tous sur les réseaux sociaux, vous avez partagé nos vidéos, vous partagez nos communiqués de presse, et c'est grâce à vous. Donc nous, on compte sur vous aussi pour continuer, puisque la question, madame, que vous dites, en fait, vous avez raison, mais les gens ne le savent pas, parce que cette information, elle n'est pas diffusée. Et pour cause, parce qu'effectivement, les gens, comme vous l'avez bien dit, de bon sens, ne souhaiteraient pas effectivement arriver à ce stade. Donc voilà, je pense que, comme on l'a dit, l'union fait la force. Chacun, dans son métier, a aussi sa pierre à porter à l'édifice. Donc, il faut continuer dans ce sens. Voilà. Donc, en tout cas, pour conclure, vraiment, merci à nos experts. Je regrette vraiment qu'ils n'aient pas pu aller jusqu'au bout de leur présentation. On va faire en sorte de continuer à diffuser tout cela parce que, comme vous l'avez dit, c'est grâce à ces informations, à ces sources, à cette expertise que nous allons pouvoir continuer ce combat. Ce combat pour récupérer nos droits fondamentaux, la liberté de choix, l'état de droit, les valeurs qui nous unissent. Et effectivement, le combat continue, que ce soit ici au sein de l'Union européenne par rapport à cette commission qui, vous l'avez vu, a fait les mêmes bases, c'est-à-dire pas de transparence, immunité, privilège, où en fait les lobbies sont autour de ces institutions et finalement c'est eux qui mènent la politique. Donc encore une fois, merci. On continuera à faire ce type de conférences parce que c'est important de continuer, de diffuser et on va aborder d'autres sujets parce qu'il y a aussi d'autres sujets qui sont toujours en cours, notamment les effets secondaires, notamment encore en France. Et c'est une honte puisqu'encore aujourd'hui, nous avons encore un personnel médical, l'armée aussi, parce qu'on les oublie aussi, les pompiers qui sont toujours suspendus. Donc c'est un sujet qui continue, notre combat est toujours ici avec mes collègues députés, mais aussi avec ces collectifs qui nous permettent effectivement d'avoir une certaine visibilité que nous n'aurons jamais avec les médias mainstream. Donc encore une fois, merci à tous et puis on compte sur vous.